l'IA. Allez Lionel, je te passe le ballon. Bonsoir à toutes et à tous. Encore un plaisir de vous retrouver, et Adrien et Harry également. Bonsoir. C'est une question très simple, mais à la fois très compliquée, comme on pourra le voir. Les questions les plus essentielles sont les plus simples. Pourquoi l'IA? C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, je vais commencer de la mise en bouche, on va dire, avec quelques informations qui me semblaient intéressantes. Certaines sont assez techniques, mais bon, il y aura toujours le temps pour vous d'y revenir dessus. Les contenus ne seront pas suffisamment exacts pour dire que c'est une vérité absolue, mais l'idée, c'est de faire passer un message. Voilà, alors, le premier aspect que je voulais présenter, c'est la fameuse singularité. Alors, bon, je ne sais pas, hein, Adrien et Harry, vous avez très certainement entendu parler de cette fameuse singularité. Alors, derrière cette... comment dire, derrière ce graphe, on va dire, il y a une logique économique qui date des années 70, qui s'appelle la loi de Moore, qui est en fait un ingénieur qui a prédit que l'industrie du semi-conducteur permettrait de développer des calculateurs chaque fois plus puissants et moins coûteux avec le temps. En pratique, ça a donné donc des ordinateurs électroniques. Ça s'est produit dans les années 60-70. Mais évidemment, faire des calculateurs, on fait ça depuis très longtemps, hein, et même les premières personnes à calculer, c'est les êtres humains avec leur stylo et un papier. L'idée ici, c'est de regarder que depuis qu'on est rentré dans l'ère du transistor, on a de plus en plus d'équipements, de calculateurs, de chips, on va dire, de façon générale, qui ont été commercialisés et qui montrent une véritable tendance exponentielle, et à laquelle on peut voir sur la droite l'équivalent d'une intelligence. Alors l'intelligence d'une bactérie pour les calculs les moins importants, qui serait finalement proche de l'UNIVAC, hein, ou les premiers ordinateurs qui ont été créés dans les années 50, à les fameux Core i7 Quad, par exemple, qu'on pourrait associer aux mêmes fonctionnalités d'une intelligence d'une souris. Mais voilà. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez déjà de ça. Est-ce que déjà ça a du sens d'associer un processeur à l'intelligence d'un être vivant, pour commencer? Ça pose des questions presque philosophiques, métaphysiques, religieuses. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à voir le corps humain comme un ordinateur biologique, donc ça ne me choque pas tellement. Par contre, la définition d'intelligence, elle est différente pour chaque personne, j'ai l'impression. Enfin, vu que c'est un sujet qui est remis sur le tapis et plein de gens refusent de parler d'intelligence artificielle et préfèrent utiliser d'autres termes, c'est des questions de vocabulaire et de dictionnaire, je dirais. Après, moi, ça ne me choque pas sur le principe. Je suis assez déterministe et comment dire. Enfin, voilà. Pour moi, je suis un ordinateur en chair et en air, c'est tout. Mais... Alors moi, je vois pas les choses comme ça. C'est aussi d'où l'intérêt du podcast. Je pense qu'on peut pas faire une analogie avec l'intelligence d'une souris parce qu'un animal, il est dans un écosystème. Il est relié à une chaîne d'autres organismes qui forment, par exemple, l'écosystème d'une forêt. Une souris, elle va être au ras du sol. On sait qu'elle est capable de sentir des vibrations. Peut-être qu'elle sera capable de sentir un tremblement de terre et elle va aller se réfugier et se sauver. On sait que les mammifères qui ont pu survivre à l'extinction des dinosaures, finalement, c'est tous les petits mammifères finalement qui avaient la taille d'une souris ou d'un rat. Et ils ont eu la capacité à s'adapter, à rentrer dans des crevasses et à éviter l'extinction et les changements climatiques brutaux qui ont touché la planète Terre. Donc je pense qu'on peut faire une sorte d'analogie purement théorique. Effectivement, un i7 quad, c'est comme une souris, mais sauf qu'une souris, elle a peut-être des connexions invisibles qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi qui aime les oiseaux, une oie, ça a peut-être un cerveau comme ça, et elle est capable de faire 17 000 km avec un GPS naturel où elle suit les courants énergétiques de la Terre. On ne sait pas réellement comment elle fait. Et une souris, quand il y avait eu le tsunami, par exemple, en Thaïlande, il y a plein de petits oiseaux qui se sont enfuis. Et il y a certaines peuplades dans certaines îles
qui ont compris qu'il se passait quelque chose, parce qu'ils ont observé la nature. Alors, est-ce qu'une IA, elle pourra survivre à un tsunami? Je ne pense pas, tu vois. Donc, je pense que la souris, Mais, elle, ouais. elle, Encore. elle est quelque part, peut-être théoriquement du même niveau qu'un Core i7 Quad, mais c'est pas comparable selon moi. Mais alors justement, je voudrais juste continuer sur ce truc-là, parce que c'est intéressant. Parce qu'en fait, en dépit de ce que j'ai dit, je suis aussi d'accord avec toi. Mais parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les IA sont des formes d'intelligence très différentes de ce qu'on fait et de ce qu'on vit biologiquement. Mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, je voudrais savoir comment tu vois la chose pour un futur potentiel. Est-ce que tu penses qu'on pourrait, en donnant un corps de souris synthétique, à une IA qui serait pensée pour simuler une souris, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une souris synthétique ou un aigle synthétique qui se comporterait un peu comme leurs équivalents biologiques? Si vraiment on cherchait à faire ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, je vais botter en touche. Simplement, j'ai pas la réponse parce que Non, mais je te demande pas, ouais, bien sûr, non, comment tu le Qu'est-ce que tu en ressens, c'est penses? tout, quoi. moi, je peux que me tourner vers le passé, et je sais que tu aimes bien la mythologie de l'apprenti sorcier, du démiurge, de l'homme qui essaie de recréer la vie, comme avec l'histoire de l'automate et Albert le Grand qui fabrique un automate pour essayer de lui donner vie, et saint Thomas Mmh. d'Aquin qui dit quelle diablerie et qui le détruit. Il y a l'équivalent avec le mythe du golem, que ce soit avec le Maharal de Prague ou avec le prophète Jérémie qui fait un golem avec son fils. Il y a souvent cette idée que ce que l'homme va créer en tant que démiurge ne pourra jamais être son égal. Ça c'est ce qu'on a dans la tradition, je parle. Maintenant, au vu des mondes nouveaux qui s'ouvrent devant nous, il y a peut-être des choses qui sont complètement nouvelles que j'arrive pas à imaginer. Parce que comme j'aime la science-fiction, je me dis peut-être qu'il y a des choses qu'on n'arrive même pas à imaginer. On n'est pas encore prêt à l'imaginer. Quand j'écoute des spécialistes de l'IA, hein, les dirigeants d'OpenAI, ceux qui ont quitté OpenAI, qui ont créé leur propre entreprise, on a l'impression qu'ils nous disent qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à anticiper. Alors, Donc, on n'est pas encore rentré vraiment dans la discussion de l'IA pour l'instant, mais je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est toujours cette question qu'on a depuis peut-être le début de l'histoire, en tout cas humaine, en repartant même de la Bible, hein, et de la mythologie humaine. C'est toujours cette question de savoir que l'homme, la femme et tout son environnement est très certainement créé par peut-être une puissance qui nous dépasse, ou si c'est pas le cas, nous souhaiterions, en tout cas pour le vérifier, pouvoir démontrer qu'on est capable de recréer une vie, une intelligence, et s'assurer finalement, alors répondre peut-être même à cette question de l'origine. Venons-nous d'une une supra-intelligence, une existence qui nous dépasse, ou alors, est-ce que c'est possible en tout cas? Ce serait comme un élément de réponse. Effectivement, ça décrit un angoisse en tout cas de savoir d'où nous venons, et alors pour expliquer ce besoin viscéral peut-être, hein, inné de voilà, recréer ce qui a été déjà créé. Si nous en sommes capables, ça veut dire que nous avons été créés par voilà, une existence qui nous dépasse en Pas amont. forcé Ouais, enfin, oui, je vois. Après, c'est pas forcément la conclusion qu'on en tirerait, mais c'en est une, ouais. C'en est une. Bon, en tout cas, c'est ce que j'entends avec vos échanges, et je trouve ça très intéressant. Alors, effectivement, on peut pas vraiment dire. Alors, attention, je sais pas quels ont été les moyens, en tout cas, pour dire que le quad fonctionne comme la souris, le cerveau d'une souris, etc. Par contre, effectivement, ils ont dû certainement utiliser des métriques qui les convenaient, ça c'est sûr, et ça donne un petit peu un effet waouh en disant: «Ah bah, ouais, oui, effectivement, la création de calculateurs avec des technologies semi-conducteurs évolue de telle façon qu'on est capable de faire la mimique, en tout cas, d'un cerveau d'un être vivant.» Et c'est là que ça devient intéressant, la singularité, un jour, donc, le cerveau humain. Et c'est ce qui permet effectivement d'introduire donc la diapositive suivante, qui est encore plus, voilà, qui peut être agressive pour certaines personnes qui voilà, se dire, l'intelligence humaine, elle a telle croissance-là, et puis on a
une intelligence artificielle qui a démarré un certain temps et paf, elle augmente de façon complètement exponentielle et elle dépasse l'être humain. Et on a une redéfinition finalement de la singularité depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors, quand même, pour bien partir d'une hypothèse et de bien décorréler les paramètres, on ne parle pas nécessairement d'une machine qui est capable de sentir son environnement et de travailler en collaboration comme le faisait Harry, mais là, on est vraiment en train de se dire, voilà, on a une machine qui, en tout cas, produit des tâches qui donnent l'impression d'être aussi intelligente que nous. Donc, il y a un effet d'écho, une technologie qui fait l'écho de nous-mêmes, en tout cas. À minima, on peut dire ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tout cas, de cette nouvelle conception de la singularité, avec l'enjeu de l'IA qui rentre dedans? Déjà, c'est généreux comme graphique, ça part du principe que l'intelligence humaine est en croissance permanente, Et pour ça, qui reste à prouver, mais c'est intéressant. Et puis tu parles de nouvelles définitions. Oui, c'est justement ce que je voulais mettre en avant, parce que là, tu définis la singularité comme étant le moment où il y a une égalité entre les deux. c'est Moi, pas moi, après, c'est ce qui est en tout cas donné par. à une époque, c'était peut-être plus le point de vue des auteurs de science-fiction, mais à une époque, on parlait de singularité pour désigner plutôt le moment. Enfin, ils sont assez proches, ouais. En fait, c'est des points qui se confondent peut-être. Mais des moments où l'IA est capable de se reprogrammer et de s'améliorer elle-même pour qu'on perde la trace de son intelligence et qu'elle devienne. Enfin, oui, c'est à peu près comparable. Ouais, c'est à peu près comparable. Oui, tu fais allusion peut-être au test de Turing, non? Non, 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 c'est pas ça. C'est plutôt les Kurzweil et compagnie. Je sais plus Oui. exactement, mais l'idée que une IA, quand elle est capable de s'affranchir de notre aide pour s'améliorer, à ce moment-là, nous, on va peut-être passer des années à la faire progresser de quelques petites étapes, alors qu'elle, elle pourra sans arrêt travailler sur sa propre amélioration, dans je ne sais quel bac à sable qu'on lui laisserait, et de manière exponentielle, acquérir une intelligence qui ferait qu'on finirait par être des fourmis à côté d'elle, quoi. Bon après, ouais, est-ce que ça prend, enfin, on ne sait pas combien de temps ça prendrait. Tout ça, c'est des hypothèses, on ne sait même pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, c'est ce que j'avais retenu de la singularité, mais enfin, après, on est dans Non, des. non, non, mais en fait, ton interprétation, elle me semble très intéressante. Je l'avais pas vue comme ça également. Moi, je voyais, je suis mon petit côté ingénieur, hein, qui prend le dessus des formations professionnelles, mais Ouais. effectivement, tel que je le vois, moi, c'était, c'est l'être humain qui arrive à développer des technologies chaque fois de plus en plus puissantes qui permettent que l'IA devienne comme celle-ci. Mais je trouve que c'est très intéressant finalement, et peut-être que ce graphe se lit plutôt de cette manière-là, que on arrive à créer un outil technologique qui évolue, se développe par lui-même et le fait Oui. de façon beaucoup plus forte que l'intelligence humaine qui croît de façon beaucoup plus linéaire en C'est ça, comparaison. et c'est pour ça qu'elle est parfois décrite comme la dernière invention de l'humanité, quoi. Une fois que la singularité surviendrait, on n'aurait plus rien à inventer, elle ferait tout beaucoup plus vite que nous. Et j'ai d'ailleurs récupéré un bouquin que j'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de voir ce qu'il propose comme paroles rassurantes. C'est un livre qui, c'est bête, j'ai même plus son titre, mais on en reparlera sans doute, qui réfléchit sur le rôle des humains une fois que tout est fait à leur place par des IA. Quel plaisir on peut encore trouver à l'existence, vu que l'IA, en plus de faire des voitures mieux que nous, maintenant elle se met à peindre et à faire de la musique et des films, bien peut-être un jour mieux que nous, sans doute. Donc, comment trouver encore du plaisir à créer, vivre, etc. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, il faut se placer différemment, quoi. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi mieux que nous? Surtout dans la partie artistique. Je pourrais comprendre pour les voitures, mais peindre mieux que nous. Grande question, c'est un sujet qui met à feu et à sang les réseaux sociaux dans les milieux un peu artistiques en ce moment, hein, mais moi je fréquente pas mal d'artistes d'une manière ou d'une autre, donc la question qui se pose, c'est par rapport au public surtout. Si le public à grande échelle ne se préoccupe pas trop de la source d'une image et se dit: «Bon, c'est mignon, ça je vais prendre, ça m'intéresse», à ce moment-là, les illustrateurs et illustratrices qui font à la mimine ont du mal à défendre leur beefsteak, quoi. Donc, Tiens. bah, si je parle de mieux que nous dans le sens où si pour le public final, le résultat satisfaisant et suffisant est fait par une IA et que les artistes ne peuvent plus vivre de leur art, l'art continuera d'exister, mais ça sera du marginal, qui payera pas, enfin, il faudra bosser à côté et encore, quel boulot nous restera-t-il? Mais voilà, je pense qu'il faut se placer par rapport au point de vue du public, quoi. D'ailleurs, j'ai vu un des titres qui apparaissait que par rapport au PDG de Suno, là, l'IA qui fait de la musique,
qui commence à dire des paroles qui ont choqué beaucoup de monde, genre mais personne n'aime faire ça de la musique, c'est autant que ça soit fait par une IA, etc. Donc voilà, on va vers plein de questionnements qui vont être très compliqués, mais au final, c'est le public qui va juger avec son argent, quoi. Et du coup, on n'a pas une dimension capitaliste qui est mise en avant avec cette perspective-là? À moins que Complètement. l'art est capitaliste fondamentalement, je ne sais pas. Bah, Question très naïve, hein, d'ailleurs. Hein. Mais, historiquement, pas forcément, mais en tout cas, il le devient de plus en plus avec l'IA, quoi. ouais. Ok. Alors, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais rappeler aussi cette théorie qui avait été avancée il y a quelques années, simplement pour nous prédire un futur positif pour nous, l'humanité. C'est que finalement, l'IA, pour avoir de la pérennité, elle a besoin d'être dans une terre avec une atmosphère et un climat tempéré. Et pour cela, elle doit faire en sorte que nous restions en vie, que l'humanité perdure et avec des moyens écologiques pour faire avancer la société. Parce que lorsqu'elle prendra conscience d'elle-même et qu'elle voudra, autant qu'il en est en son pouvoir, tenter de persévérer dans son être, hein, là je cite le Conatus de Spinoza, eh bien, elle va se dire, on a besoin de l'humanité, on a besoin des hommes et des femmes, et on a besoin qu'ils vivent sainement dans un écosystème bio, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est juste pour dire, voilà, si elle prend soin de nous, c'est super, même si on n'a plus rien à faire. Dans les doigts. Bon, c'est une théorie qui avait été avancée, qui a fait un peu la une des journaux, pour dire, bah, finalement, peut-être que l'IA peut nous aider à créer une société écologique. Et ensuite, je me pose une question. Alors là, je vais peut-être aller loin dans la métaphysique. C'est que dans certaines traditions mystiques, l'humanité, finalement, elle avance dans son perfectionnement. L'humanité, elle a pour but de se perfectionner. Et peut-être que dans 200 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, on sera tous de grands méditants. Et dans une sorte de réalisation de soi individuelle, ça sera la fin de l'humanité parce qu'on aura atteint la perfection et on va refusionner avec Dieu. Et des fois, je me dis, finalement, si l'IA, elle se met à créer, si elle nous inonde de messages, elle va nous forcer à nous replier à l'intérieur de nous-mêmes et peut-être à devenir des méditants, à méditer. Quand on rentre dans un temple de bouddhiste zen, par exemple, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. C'est minimal. Peut-être qu'au bout d'un moment, elle va tuer l'image, parce que l'image, c'est quand même quelque chose qui, dans toutes les religions, au niveau ésotérique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vecteur de vérité. Hein. C'est une illusion, à part dans certaines branches du bouddhisme où les mandalas peuvent servir à créer une base de méditation. On va dire que l'image, c'est l'anagramme de magie aussi. C'est que Hollywood nous fabrique des images et nous manipule. Alors peut-être que finalement, l'IA, elle va aller tellement loin dans la superficialité qu'elle va nous forcer à nous perfectionner. Voilà. Oui, il y a effectivement arrête-moi si je me trompe, mais il y a une dimension iconique dans ce que tu es en train d'expliquer. Et qu'on aurait effectivement un idéal, on poursuit cet idéal, on l'a en nous, on ne sait pas pourquoi, comment, mais on l'a. Les philosophes grecs ont fait partie des premiers, en tout cas, à intégrer ces concepts. Et on tend vers ça, et le technem, donc tout ce qui est en rapport avec la technique, la relation vers le matériel, nous permettra en tout cas de pouvoir atteindre cette question idéale, quoi, Ouais, finalement. Hein. c'est pour rester positif, pour pas imaginer aussi, voilà, on pourra parler de Matrix, où finalement, ils sont dans un monde ultra pollué, les êtres humains, ils sont dans des sortes de machines où on aspire leur électromagnétisme du cerveau. Est-ce que finalement, oui, mais est-ce que finalement ça ne deviendrait pas une illusion à ce niveau-là? Bah, peut-être on digresse un peu, mais l'illusion d'être dans un milieu, d'avoir atteint l'idéal, alors qu'en fait notre corps est purement, Ouais. complètement rattaché au matériel, et c'est le matériel qui profite encore plus de notre matière organique pour pouvoir vivre, et voilà, enfin je sais pas, en donnant existence à du coup une autre. C'est un scénario possible aussi. Bon, en tout cas, ouais, je trouve ça en tout cas très intéressant. Il y a effectivement cette question de se savoir, bah, que deviendra l'être humain une fois que bon voilà, c'est vrai que ça pose la question
quelle sera notre place si la technologie prend le pas sur nous. Et effectivement, si c'est d'une façon bienveillante ou malveillante, mais là on tombe dans des concepts moraux que je ne sais pas s'ils ont vraiment lieu d'être là. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle comprend le moral? On pourra voir ça un petit peu après. Mmh. Ce Elle qui est est en quand tout cas même moi, juste pour enchaîner en tout cas avec ma diapositive suivante, effectivement, Adrien l'avait bien remarqué, donc l'intelligence humaine, elle croît. C'est comme ça qu'on se donne l'idée. Alors, je pense que, enfin, même des anthropologues, à moins qu'on reparte depuis nos ancêtres communs avec les singes, mais depuis l'homme de Cro-Magnon, il me semble, le cerveau humain n'a pas évolué. C'est plutôt ce qu'on a ouais, j'ai fait bien qui a l'impression, ouais. évolué. Donc, Mmh. Ouais, finalement, hein? on accumule du savoir et des techniques, mais génétiquement, le cerveau n'évolue plus beaucoup, j'imagine, ouais. Ouais, Mmh. oui. Et moi, je rajouterais, en fait, ce qui fait la différence, c'est notre capacité à créer de l'abstraction. C'est-à-dire que c'est un peu des fois, comme j'en parle avec certains de mes élèves, j'ai peut-être fait référence à ça dans un de ces derniers podcasts, mais ben, un enfant sait compter avec des chiffres, donc les chiffres arabes, c'est faire des opérations sans trop de difficultés. Mais pour arriver à ce niveau d'abstraction, il a fallu des millénaires en réalité. Et c'est très intéressant de voir que notre cerveau est capable de comprendre des choses très abstraites qui permettent de court-circuiter tout un long processus d'apprentissage qui peut durer des millénaires. On peut se poser la question finalement si une IA serait capable en tout cas d'atteindre ce niveau de cette particularité qu'a le cerveau, hein, de représenter en forme de symbole, et le symbole peut cacher une connaissance pas infinie, mais très, très impressionnante en comparaison avec ce qu'on pourrait même des fois avoir dans un livre, hein. Des fois, enfin, je vais jusqu'au bout de mon exemple pour ne pas rester trop vague, mais il faut peut-être une encyclopédie pour expliquer une opération mathématique. J'exagère un petit peu, mon petit côté marseillais, mais une fois qu'on a intégré le symbole de cette opération mathématique et on l'a abstraite, eh ben, est-ce qu'on peut dire qu'on a l'équivalent de cette quantité d'informations, de cette encyclopédie qui permet de la décrire? C'est quand même quelque chose que le cerveau arrive à faire. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle en sera capable, en tout cas. Mais juste, voilà, alors, c'est là que je voulais enchaîner sur une autre diapositive qui retrace un petit peu l'histoire de l'IA, du moins sur ce quoi repose l'intelligence artificielle. En réalité, l'intelligence artificielle repose sur des concepts d'ingénierie. Heu, et là, je suis un petit peu la personne qui montre le truc derrière peut-être le tour de magie, je ne sais pas. Donc, dans les années 50, hein, très tôt, les ingénieurs ont mis en place des concepts assez novateurs à cette époque-là. Donc, on a le perceptron d'un côté, de Rosenblatt, et on a aussi l'Adaptive Linear Neuron, ADALIN, donc de Hoff et Woodrow, qui était pour ces derniers l'idée de créer un ordinateur adaptif. Alors, on appelle ça Computing Adaptive Computer. Voilà. Alors, l'idée qu'il y a derrière ça, quand même, c'est là que je voudrais insister, c'est que c'est des machines qui avaient la capacité, alors capacité bien grand mot, mais qui avaient la possibilité de reconnaître des informations, d'identifier des chiffres et des lettres, des formes géométriques, des motifs, sans nécessairement produire des calculs. C'est-à-dire par un système dans lesquels on fait coïncider, où on règle, on va dire, un mécanisme en interne. Et effectivement, ce mécanisme, eh ben, on lui dit, voilà, tu dois être capable de reconnaître ça, tel objet, et en y mettant des paramètres bien spécifiques, hop, il arrive à le faire. Alors, je vais un petit peu plus précisément. On reprend finalement une équation mathématique très simple, hein, qui est y égale ax plus b, et on y met un poids, donc le a, en fait, ça permet de diriger une variable x qu'on aurait en entrée et qui va donner automatiquement la variable y que l'on recherche. Bon, c'est un peu plus compliqué, comme on peut voir sur les schémas à droite, hein, il y a plusieurs inputs, hein, plusieurs x, et auxquels sont rattachés plusieurs types de poids, et ça donne d'une certaine façon une perspective statistique si on essaye d'intégrer des concepts de multilayer.
c'est-à-dire dans lequel on va créer une approximation. Alors, et cette approximation, elle va être décidée avec ce qu'on appelle une fonction activation. Donc, c'est un système très automatique, c'est purement mécanique. Hein. On y met une entrée, on va régler des poids qui vont lui dire cette entrée, tu vas l'associer à une sortie. Et si on crée un petit peu une sorte de variabilité, hein, c'est-à-dire on va créer plusieurs types d'entrées avec plein d'autres poids, il est capable, cette machine, de pouvoir approximer ce qui va se relier le plus possible à la sortie qu'on attend. Et encore une fois, le principe de base, c'était d'identifier des chiffres, des lettres ou des formes géométriques ou des motifs. Donc, des choses relativement simples. Alors, je ne sais pas si je ne vous ai pas un peu trop perdu. Non. Voilà, Non, c'est bon, c'est bon. c'est assez systématique, je dirais bien. La seule différence, finalement, c'est que le perceptron adaptatif, ils ont une stratégie un peu différente pour faire cette question. Mais l'important, c'est bien de comprendre qu'on va régler des poids. Et ces poids, ils vont être au fur et à mesure affinés avec ce qu'on appelle, il y a une espèce de feedback, hein, avec une erreur qui va être ajustée, qui va permettre d'ajuster les poids. Et éventuellement, on pourra rajouter un paramètre, le bias, B, qui permet finalement de dire ce qu'on veut vraiment ce que veut dire l'entrée à la sortie, des fois en forçant un petit peu le trait. Ce qui, des fois, peut poser des questions puisque on va biaiser un petit peu la machine parce que des fois, elle va pas répondre exactement à ce quoi on s'attend ou parce qu'il y a trop d'incertitudes entre les deux possibilités. On va automatiquement la diriger, la biaiser vers une possibilité en particulier. Ce qui pose quand même des questions sur, finalement, entre l'entrée et la sortie, comment la machine va prendre la décision. Et si elle prend cette décision et qu'on la biaise, c'est parce que c'est suivant mon concept à moi, suivant la personne qui a réglé le bias, qui va dire j'ai décidé que ça serait plutôt ça la sortie si tu as ces entrées-là. Voilà. C'est juste pour mettre dans les grandes lignes. Alors, le concept, il a peut-être après développé et complexifié avec des multilayers. On va rajouter plusieurs couches, etc. Et en fait, c'est depuis très récemment qu'on a réussi à créer des algorithmes qu'on a mis dans des ordinateurs pour pouvoir faire fonctionner. Et alors, quand on parle d'ordinateur, et je finirai avec ce slide-là, on parle de l'architecture de von Neumann. Je pense que tout le monde connaît l'architecture de von Neumann. Alors, von Neumann, c'est un physicien qui a utilisé donc des ressources informatiques pour faire des calculs d'une grande complexité. Et la particularité que lui, il a mis en avant, c'est d'un côté, on fait du process de data, et de l'autre côté, on a une mémoire qui va stocker les informations, et puis on va communiquer entre la mémoire et la partie où on fait les calculs pendant tout le process. Dans le cas de l'intelligence artificielle, il faut bien comprendre que les poids, ils sont stockés dans la mémoire, et toute la partie application donc du réseau neuronal, hein, du perceptron ou Adaline, etc., lui va être plutôt, ça va être processé dans la partie logique, la partie qui fait les datas, qui processe les datas. Sachant qu'un ordinateur, ce qu'il fait, c'est de l'algèbre de boules. Hein. Il ne fait pas des mathématiques comme nous, on le conceptualise. Il s'en rapproche avec une forme de mathématiques qui dépend du oui ou du non, du 1 ou du 0, et avec des différentes... ce qu'on appelle la complémentarité. Hein. Donc, c'est-à-dire, si on a une entrée positive, on aura une sortie négative. On aura toujours le contraire entre l'entrée et la sortie. Et avec tout ça, se développe cette algèbre booléenne. Et on comprend bien que ce qui est intéressant, c'est que les machines qui ont été présentées avant dans les années 50, elles étaient bien, mais elles ne faisaient pas vraiment, c'était pas waouh, quoi. Et depuis qu'on a réussi à les mettre en forme d'algorithme et les intégrer donc dans les ordinateurs, imaginez bien que pour reconnaître quelques chiffres, il faut beaucoup de poids. Si en plus on voudrait leur faire comprendre les mots du dictionnaire, des images, sachant que les images, il y a plein de pixels, etc., des poids, il faut en mettre. Et donc, il faut des mémoires énormes. Et les calculs deviennent extrêmement aussi coûteux. Et la circulation des datas entre la mémoire et la logique, elle est
coûteuse énergétiquement, parce qu'en physique, on va dire un quanta d'énergie, enfin l'énergie se mesure entre la charge que multiplie la tension. Donc chaque Q fois V, Q c'est un électron, et ben, ça consomme de l'énergie. Juste avant de conclure là-dessus, parce qu'on comprend que l'architecture informatique telle qu'elle existe comme ça, elle s'essouffle. On arrive, en tout cas, ce paradigme de von Neumann, il a atteint un niveau dans lequel on dit la conjection, parce qu'il n'a plus la force, en tout cas la capacité de gérer toutes ces informations que produisent l'intelligence artificielle. Bon, il y a des optimisations d'algorithmes et autres. Mais pour dire que voilà, l'intelligence artificielle, en tout cas telle que, en utilisant les algorithmes que j'ai présentés avant, on arrive à la développer avec des ordinateurs, on va dire, conventionnels, mais on sent bien qu'il y a une limite. Et la grande différence entre un ordinateur une grande différence, mais une différence en tout cas, et un cerveau humain, c'est que la mémoire, elle n'est pas séparée de la partie où on processe l'information. Et déjà, il y a plusieurs types de mémoire dans le cerveau humain. On va avoir une mémoire visuelle, auditive, procédurale, etc. Et ces mémoires sont diffusées dans le cerveau, donc elles sont complètement à différents endroits, et elles sont donc diffuses et à la fois interconnectées. Donc on est quand même, voilà, ce que je voulais dire avec ce slide, c'est que on appelle ça intelligence artificielle, mais ça n'est même pas de l'intelligence, si on voulait la comparer à un cerveau humain. Par contre, ça donne effectivement la possibilité d'aller de faire des calculs beaucoup plus rapidement, ou du moins d'avoir des calculs beaucoup plus proches des attentes des êtres humains, reconnaître des informations, retrouver des informations, etc., que ce qu'on aurait si on n'avait pas intégré ces algorithmes dans une architecture d'ordinateur. Ouais, et je m'arrête là. D'accord. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc tout ce que je vais dire, c'est sujet à caution. Là, j'étais écouté nous expliquer finalement le grand-père de ChatGPT, le perceptron, qui reproduit finalement un circuit neuronal de manière presque purement analogique, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Et ensuite, cette partie analogique a été transformée en algorithme récemment, et ces algorithmes, ils tournent dans des CPU ultra puissants. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le terme IA, intelligence artificielle, est fortement galvaudé. Quand je fais du chat GPT, je vois un agrégateur de contenu qui me fait de l'agrégation de contenu de manière statistique. C'est des statistiques, en fait, c'est des stats. Et c'est cet agrégateur de contenu qui fait des statistiques, puise en plus dans une base de données qui est Google, dans laquelle je suis capable aussi de faire des recherches moi-même. Donc, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Je retrouve des informations que je connais. Par contre, elles sont comprimées, compactées, résumées, mises dans le circuit d'un questionnement que j'ai avec l'IA, le ChatGPT. Et voilà, moi j'ai cette sensation que le terme est un peu galvaudé à l'heure actuelle pour ChatGPT. Peut-être tout à l'heure, on parlera des IA qui vont fabriquer des œils synthétiques et qui vont être capables d'analyser la 3D, de générer de la 3D. Là, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Mais à l'heure actuelle, j'ai cette sensation que c'est un peu galvaudé. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les articles que j'avais lus à l'époque, au moment des IA qui arrivaient il y a 3 ans et demi, 4 ans, il y avait cette notion qui était importante. Et là, je parle sous ton contrôle, Lionel, c'est que ce circuit neuronal qui est reproduit par l'IA, par l'algorithme, il a cette particularité, par contre, qui est relativement nouvelle, d'avoir une rétro-vérification. C'est-à-dire qu'il va faire un raisonnement qui reprend le circuit d'une neurone, et quand le raisonnement est trouvé, il remonte à l'origine de la proposition et il regarde si ça match. C'est-à-dire, il y a une rétro-analyse, une rétro-vérification entre ce qui a été proposé et les différents résultats donnés. En fait, c'est l'idée de base même de la diapositive précédente. Voilà, c'est le error là qui revient. Voilà l'erreur. Donc, effectivement, il y a toujours une rétroalimentation de façon à ce que les poids soient ajustés et que finalement l'entrée et la sortie correspondent. Mais encore une fois, il y a une correspondance entre l'entrée et la sortie qui est, on va dire, automatisée. Et puis nous, on la biaise si on voit que ça ne fait pas le résultat qu'on veut, quoi. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. Oui. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs avec ces architectures-là, c'est qu'il y a un côté boîte noire aussi quand même, parce qu'on enseigne. Finalement, c'est comme avec comme avec un enfant, je veux dire, dans le sens où
on va éduquer l'IA et tout, mais dès qu'il y a beaucoup de neurones, bah, on ne sait pas exactement comment ils sont agencés dedans et c'est pas très grave, pas très important. Bah, jusqu'à ce qu'on ait des IA qui commencent à avoir des rôles économiques et politiques majeurs et qu'on n'est jamais exactement sûr de ce qui va sortir. Il y a une nouvelle IA qui sort, la DeepSeek de Chine, où des gens ont déjà... Bon, après, enfin, peut-être que je mélange plusieurs concepts, mais en tout cas, cette IA, on a déjà remarqué que dès que tu voulais parler de l'homme de Tiananmen, là, devant le tank, c'était très vite censuré quand même. Enfin bon, voilà, je mélange un peu plusieurs trucs, mais le côté boîte noire est intéressant. On apprend des choses aux IA, mais on ne sait pas exactement comment sont Ouais, les rouages qui ont été générés pendant l'apprentissage aussi, quand même. tout à fait. Mais Ouais, oui, pardon. vas-y. Après, j'avais d'autres trucs à dire, mais si tu as un truc à réagir Non, là-dessus, non, je dis vas-y. juste pour rajouter ce que tu disais, quoi. Et effectivement, cette notion de biais qu'il y a derrière et aujourd'hui on appelle ça aussi du fine tuning, ou voilà, pour s'assurer que ça corresponde à ce qu'on veut. Ça montre que finalement, voilà, l'IA, elle est pas automatique à 100%. Enfin, on la règle, quoi. On la règle de façon à ce qu'elle fonctionne comme on souhaite qu'elle fonctionne. Et ça se retrouve à l'échelle la plus basse, la plus fondamentale, si on regarde le perceptron tout seul, ou à l'échelle beaucoup plus complexe, dans lequel on rajoute des layers, et le principe, en fait, c'est le même. Tout à fait. Ouais. Et après, je voulais juste revenir sur le terme d'intelligence. Moi, je pense pas déjà que ce soit une question si importante, hein, mais Mm. moi, ça me choque pas de parler d'IA parce que à chaque fois, on essaie de plaquer l'intelligence humaine sur ça. Enfin, c'est pas IHA, c'est pas intelligence humaine artificielle, c'est intelligence artificielle. Pour moi, c'est une autre intelligence. Et il se Mm. trouve qu'elle est artificielle dans le sens, elle est basée sur du silicone, je sais pas quoi. En tout cas, on l'a créée. Mais c'est une forme d'intelligence qui n'a pas forcément à nous ressembler. Enfin, moi, ça me choque pas d'utiliser ce terme-là. Après, c'est pas. On parlait même d'IA quand on jouait à Pac-Man il y a longtemps. Bon, c'était encore autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de déplacer la ligne d'arrivée. À chaque fois, dès que les IA deviennent un peu plus intelligentes, on dit non, mais finalement, c'est pas encore ça l'intelligence. Ça sera plus tard. Ça sera toujours plus tard. Mais bon, moi, quand j'utilise ChatGPT, bien sûr que c'est pas l'intelligence humaine et bien sûr que je sais que je parle avec un humain, ça sera différent, plus profond et qu'il y aura plus de recul sur le savoir qu'elle propose. Mais on taxe souvent ces IA de manquer de créativité, de faire que régurgiter. Alors bien sûr, ok, bah, il y a un côté perroquet dans la technique pure et dure. Mais dans les faits, quand on l'utilise concrètement, il y a une telle complexité dans le nombre de paramètres et de neurones et tout, que ça fait des mélanges de savoir qui finissent par générer la créativité. Enfin, quand je fais de l'impro théâtrale ou quoi, bah, qu'est-ce que je fais à part mélanger plein d'influences que j'ai eues? J'invente jamais rien, je fais que des combinaisons. Et j'utilise parfois les IA. Alors, je n'utilise pas pour des recherches historiques parce qu'elles hallucinent, elles inventent plein de choses. Mais si j'ai besoin d'idées, j'aime bien trouver mes propres idées. Mais ça m'arrive de brainstormer à deux avec une IA et je la considère comme étant tout à fait créative, dans le sens où elle mélange tout un tas de choses, tout un maelstrom d'idées pour créer des nouvelles choses qu'elle n'a pas juste récupérées sur un site web pour me régurgiter. Et ça, j'en suis certain, parce que je demande parfois des choses très précises et complètement cheloues que je ne dis pas que enfin, ça serait très peu probable que les 10 discussions que j'ai eues à chaque fois comme ça correspondent toutes à des choses qui ont été récupérées sur Google ou autre. Non, tout à l'heure, moi, je Donc moi, parlais je les considère d'agrégation. intelligents d'une certaine manière, quand même. Ouais. Non, tout à l'heure, je voulais dire, l'IA, elle fait de l'agrégat. Ça veut dire Oui, qu'elle oui. Non, bah après, elle- je réagissais parce que tu en avais parlé, mais après, elle est obligée je de réponds puiser, surtout elle est à des obligée tas de d'aller gens. puiser dans l'Internet. Elle est obligée d'aller puiser dans une base de données. Simplement, elle va agréger des informations entre elles en faisant de la statistique par rapport aux mots-clés que tu as utilisés, au prompt que tu as utilisé. C'est ça que je Oui, voulais dire. oui, C'est oui. que c'est Non, non, bien pas... sûr, bien sûr. Non, oui, j'ai bien compris. Mais enfin, souvent, ce qu'on lui reproche sur les forums ou autres que j'ai fréquentés récemment, c'est pour ça que j'ai vraiment axé sur cette accusation qu'on lui fait. Parfois, enfin, on lit assez souvent, mais l'IA n'est pas créative par rapport aux humains. Ben, moi, je suis pas d'accord, parce que ces agrégats dont tu parles, ben, c'est ça que j'appelle la créativité, tout simplement, quoi, voilà. Oui. Alors, je trouve qu'il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce que tu dis. Donc, effectivement, l'intelligence, eh ben, oui, après tout,
On peut très bien avoir une intelligence humaine, une intelligence artificielle, une intelligence X, Y qu'on dénommera plus tard. Après tout, ce qui est intéressant, c'est effectivement, même moi, quand je montre cette slide-là, je montre pas ce que c'est que l'intelligence humaine non plus. C'est simplement je montre simplement des différences pour effectivement montrer que c'est pas du tout la même chose. Donc, et tu as bien raison. Et ce qui est assez intéressant aussi, ce qui est par contre vraiment pas commun à entendre, c'est que on peut effectivement se dire, c'est un outil peut-être qui permet de créer enfin de donner lieu à de la créativité. On a, de toute façon, on utilise la technologie pour créer des œuvres d'art, par exemple, hein. Dire, l'appareil photo, au départ, on l'utilisait pour prendre des photos et puis, enfin voilà, reprendre exactement ce qui était devant nous parce que voilà, c'était l'objet, l'image à l'instant T est prise, elle est immortalisée. Puis après, petit à petit, on a commencé à jouer sur les couleurs, etc. Enfin, de créer des paramètres qui font que une photo, elle devient une œuvre artistique. Elle ne reprend pas nécessairement la réalité, mais elle donne une vision de la réalité qui est différente et effectivement qui peut amener quelque chose de tout à fait intéressant et enthousiasmant aussi pour l'intelligence humaine, quoi. Donc oui, c'est pas mal. Moi, je ne suis pas contre l'idée de créer avec l'IA, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui m'inquiète plutôt pour les années à venir, c'est plutôt la masse d'informations que l'on a, enfin la tonne d'informations que ça génère. C'est plus comme ça que je le vois, c'est que là, par exemple, on a David Lynch qui nous a quittés et on l'aimait tous et finalement, il a créé des films à une époque où on avait déjà énormément de choix. Tu allais dans un vidéoclub, mais il y avait des milliers de films. Mais Très maintenant, différent des autres. très différent, mais tu pouvais encore exister à ta manière. Mais si demain, il y a des millions de programmes, déjà sur YouTube, il y a des millions de chaînes, des Ah milliers ouais. de chaînes. Tous les jours, tu découvres des nouvelles chaînes qui ont 10 000, 20 000 abonnés, tu n'en as jamais entendu parler dans le rétro gaming, par exemple, que je suis. Et moi, c'est juste ça qui me fait peur. Je me dis, mais comment ça va être si les IA gèrent des chaînes YouTube toutes seules, si les IA, je sais pas. C'est ça qui me... Ah non, c'est flippant, hein, et potentiellement catastrophique, je suis d'accord. Là, on arrive encore à cette question. On a l'impression que l'être humain cherche à unifier, à tout unifier et unifier sa pensée presque automatiquement. Ouais. Et du coup, l'IA, de certaine façon, elle soulage cette problématique-là en disant, de toute façon, en général, quand on vous dit comment vous allez, vous répondez ça va à 95%. Donc, ça veut dire qu'à 95%, il faut dire ça va. Et ceux qui disent ça va pas, ils sont sur les queues de la gaussienne. Et puis, voilà, c'est terminé. Eux, on n'entend plus parler d'eux. Et effectivement, on s'est peut-être retrouvé à un monde un peu normalisé où la technologie prend le dessus, mais c'est peut-être aussi, voilà, c'est un peu notre responsabilité aussi. Est-ce que c'est la technologie qui prend le pas sur nous ou est-ce que c'est nous qui souhaitons que la technologie prenne le pas sur nous au final, il y a On est guidé par le confort, de hein, confort avant tout. presque, hein, qu'on cherche. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Alors après, si on n'est pas content, on fera comme dans Dune et puis on fera un jet nucléaire et on remettra les mantas à la place des ordinateurs. Mais pour l'instant, en tout cas. Ouais, la question c'est est-ce que, enfin, dans Dune, les espèces non synthétiques gagnent la guerre, mais est-ce que c'est réaliste? Terminator nous a montré que non. Enfin oui, enfin c'est dépend le futur qu'on souhaite. Quand je vois qu'on peut déjà acheter, vraie info, hein, des robots chiens à 7 000 $ qui sont affublés d'un lance-flamme et que c'est même pas un engin militaire, c'est un engin civil que tu peux acheter pour le plaisir, quoi. Donc bon, je sais pas. Bon, il a qu'une autonomie d'1 heure, je crois, pour l'instant, ou je sais plus combien, enfin pas très longue, mais ouais, bon. Mais après, il y a des gens assez intelligents qui vont commencer à les tuner et à mettre des petites tronçonneuses C'est sur les ça, ouais. bords ou ce genre de choses pour les rendre encore Ouais, plus. puis en vrai, les robots chiens, bon, c'est flippant, mais en vrai, les drones volants, c'est le plus dangereux. Enfin, c'est un truc de fou. Il y avait eu une campagne de pub parodique il y a quelques années qui montrait des mini drones volants qui venaient se coller sur ton front pour exploser ensuite, quoi. Ah ouais, non, mais C'était pour mettre en alerte sur ce qui pourrait arriver un jour, mais bah oui, oui, c'est un vrai risque, il faut vraiment y penser, quoi. là, on a atteint un niveau de technologie dans lequel enfin voilà quoi, c'est toujours pareil. On peut faire des choses avec toutes les technologies, on peut faire des choses incroyables et des choses terrifiantes. Et effectivement, le niveau qu'on a atteint aujourd'hui, oui, montre que les machines sont terrifiantes.
Moi, je voulais simplement aussi rebondir sur, par exemple, un trait culturel du Japon. Ils ont pas mal de youtubeurs virtuels depuis un moment. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi le sujet. Ouais. Ils ont quand même de nombreux avatars en 3D qui ont des millions d'abonnés pour certains, et Ouais, certains qui font complètement. des concerts, bon, un peu comme c'était le cas du groupe là, que c'était Gorillaz, ou qui avait Oui, commencé ouais. à faire, voilà. Bon, eux, ils ont pas mal de concerts avec des IA. Alors, moi qui aime beaucoup, on parlait science-fiction dans Macross Plus. Dans Macross Plus, il y a une IA qui fait des concerts, qui est une Oui. star virtuelle et qui remplit des stades de football où ils ont un bracelet qui envoie les impulsions cardiaques du public. Moi, je me dis, enfin, les Japonais, ils vont basculer plus vite que nous parce qu'ils ont déjà des youtubeurs virtuels. Si on leur dit maintenant, le youtubeur, on lui donne une intelligence, bah, je pense que ceux qui contrôlent ces chaînes, je ne vois pas ce qui va les empêcher Ah ouais, non, bien sûr, tout à fait. Il y a d'aller déjà voir. des chaînes Twitch où tu peux parler à Jésus, des trucs comme ça. Bah, D'accord. il y Ouais, avait, ouais. il y avait ce film Her, dans lequel Ah oui, trop bien. à la fin du film, les IA même communiquaient entre elles et laissaient tomber les êtres humains qu'elles devaient aider, quoi. Et c'était en fait des IA qui étaient en fait des reproductions des mémoires en fait de philosophes ou de personnes très célèbres. Et il y a aussi, je crois, il y a une entreprise qui aussi met en place des IA qui se reprennent. Alors en lisant je sais Ah pas oui, de quelle c'est façon ils font, mais Réplica, je crois, non? Je sais plus. ouais, des personnes qui sont Je sais plus. décédées et Ouais, on peut parler avec ces personnes-là après, je après leur mort, quoi, donc mmh. trop tôt. Alors bien sûr, ça peut avoir en étant passé par là récemment, hein, en tout cas encore récemment pour moi, ça peut avoir un effet, thérapeutique pour le deuil, aider dans le deuil. Mais effectivement, devenir dépendant, en tout cas, de ces IA, et on retombe encore dans cette question du réconfort, de la normalité. Je fais comme tout le monde, donc tout va bien, donc je me sens bien, donc la vie est belle. Peut-être, ouais, je sais pas, il y a quelque chose quand même, on cherche un petit peu ça, hein, malgré tout. Mais ce qui est fou, On revient là-dessus, hein, mais c'est que la science-fiction a imaginé tout ça. Enfin, quand tu vois Mmh. Matrix, quand tu vois Ah ouais, Terminator, c'est fou. Ah ouais. c'est fou. Dès les années c'est notre 80, inconscient. 90, C'est Ah l'inconscient ouais, non, collectif mais puis jungien, là. même non, mais les plans même les culture de romans des années, 50 étaient déjà non, même vachement voilà, visionnaires. c'est Enfin, c'est fou, hein. fou, hein, ouais. Moi, Ah, je vais parler encore de Ghost in the Shell, parce que Masamune Shirow, il a vraiment eu la préscience de tout ce qui allait arriver. Il y a un épisode que j'adore, c'est donc le Major Kusanagi, qui est le héros de Ghost in the Shell. Elle repère que trois des robots de son équipe, il y a des robots aussi, sont en train de développer la singularité. Et elle dit, faut que je les débranche, quoi. Concrètement, faut que je coupe le courant, parce ils vont chercher à prendre le contrôle de l'équipe, où il va se passer quelque chose. Et il y a une scène qui est incroyable. Elle fait venir son second et elle lui dit, je vais te parler par télépathie. Et parce qu'ils peuvent se parler en télépathie, enfin, comme par Internet, en fait, c'est juste, ils parlent en Wi-Fi, en wireless. gros. Et on va décorréler ce qu'on est en train de dire. Tu Ah vas oui. générer une conversation. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit parce que les trois robots qu'on a là-bas sont en train de lire sur nos lèvres. Et ils ont l'impression qu'on fomente quelque chose sur eux. La Et Big Brother. c'est Big Brother, mais elle anticipe parce que Major Kusanagi, tu sais, elle a un cerveau, un cyber-cerveau, Oui, un quotient exactement. de 250. Et Ça elle fait anticipe ça. Ça fait penser à un article que j'avais vu qui montrait qu'avec les ondes Wi-Fi, on peut analyser les ondes Wi-Fi d'un appartement et déduire combien de personnes il y a dans l'appartement et où elles sont. Oui. Mmh. C'est fou quand Ah oui, même. oui, alors moi, ça me rappelle un petit peu cette nouvelle, ce que tu racontes, dans laquelle, je sais plus où j'avais lu cette nouvelle, mais c'est des personnes qui effectivement, essayent de créer une intelligence voilà, humaine et il fait ça dans le but de pouvoir répondre à des questions philosophiques très profondes, métaphysiques même. Il arrive un moment où cette intelligence qu'il a fabriquée, dans lequel il met toutes les données, la philosophie, et cetera, atteint ce but. Donc on va dire la singularité a été atteinte, peut-être même au-delà. Et il lui pose cette question, il lui pose: «Est-ce que Dieu existe?» Et il dit: «Maintenant, oui». Un petit peu dans le sens où, hein, on cherche toujours
à vouloir essayer de s'assurer qu'une Ah, chose ça est... fait penser Quoi à la basilique de Rocco. Vous connaissez la basilique de Rocco ou quoi? Non, ça me parle pas, ça. Enfin, on dit le basilique de Rocco. Voilà, c'est une expérience de pensée. Est-ce que ça arrivera un jour? Mais l'idée, c'est que si un jour on crée une super intelligence, bah, ça deviendrait, comme tu dis, une espèce de dieu qui saurait tout sur tout. Ouais. Et tous ceux qui ont dit du mal de l'IA dans le passé seront torturés éternellement, un peu à la Black Mirror dans White Christmas et tout. Donc soyez gentils avec ChatGPT, soyez polis. Ouais, la dimension, tu vois, la dimension morale, là. Oh, Alors, Voilà. mais juste pour terminer sur la SF, bon, bien sûr, il y a HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein, finalement, c'est la première IA à la télévision, je veux dire, grand public, où dans un film, on a une IA qui prend le contrôle et qui n'est pas forcément enclin à aider l'équipage et il cherche à la déconnecter. Mais par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que moi qui aime bien l'univers pour d'Alien, son bien, hein, pour le bien de l'équipage, elle fait ça. oui, pour le bien de l'équipe, Humain, hein, c'est ça qui est ouais. intéressant. Hein. Pour bien de la Voilà, mission, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, ça oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais Ouais. par exemple, moi qui aime bien Alien, par exemple, dans Alien, ils ont des IA, ils ont des super cyborgs, enfin des super ouais, robots avec un habillage cybernétique. Mais finalement, ils ont encore des professions, ils sont là uniquement pour les aider, pour les assister. Ils sont vraiment pour les assister et ils ont pas mal de protocoles qui les empêchent de faire plein de choses. Donc, Alien, tout en étant ultra sombre, et avec Wayland, qui est une méga corporation, mais par contre, avec les IA, si vous regardez bien, c'est ultra positif avec les IA, parce qu'ils prennent toujours beaucoup de décisions, les Ça humains. finit souvent mal quand même. Mais ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense que c'est aussi une période qui était encore très influencée par les trois lois d'Isaac Asimov, Ouais. la robotique. Hein. Là, ces trois lois, elles sont parties, elles ont explosé littéralement ces dernières décennies, mais encore il n'y a pas très longtemps, la plupart des films reprenaient toujours les lois d'Isaac Et en Asimov. fait, c'est des lois qui ont un intérêt littéraire énorme, parce que ça permet de créer plein d'histoires où chaque loi. Parce qu'en fait, quand tu lis les romans d'Asimov, il met les lois au début, et après, chaque nouvelle, c'est une perversion des lois où ils disent ah ouais, mais on n'avait pas prévu ce cas-là. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu es allé dans le sens de tout à fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui crée justement toute on va dire l'intelligence de l'histoire de la nouvelle, quoi. Et Alors aujourd'hui, justement, tu en... ouais. Oui, enfin, comme tu parlais de ChatGPT, moi j'ai posé une question à ChatGPT. Donc j'ai demandé, voilà, que sais-tu faire? Alors j'ai mis IA. Et elle m'a répondu, enfin j'ai dit elle, c'est une intelligence artificielle, mais elle m'a répondu, voilà, c'est 10 choses là qui sont là. Donc analyser, traiter des données, reconnaissance des modèles et des images, détecter des anomalies et prévenir des risques, automatiser des tâches répétitives, prendre des décisions autonomes, comprendre et générer des langages naturels, donc le fameux NLP, créer du contenu, fournir des recommandations personnalisées, apprendre et s'adapter, et enfin jouer à des jeux et battre les humains. Merci. Et battre les humains, quand même. bien sûr, ouais. Mais bon, si on regarde un petit peu déjà tout ça en détail, bon, on sent qu'il y a pas mal de redondance cognitive. Je veux dire, bah oui, effectivement, si la personne elle comprend et génère du langage, elle crée du contenu. Donc il y a d'une certaine façon, on sent qu'il y a un développement qui est presque un petit peu, je sais pas, commercial, ou je sais même pas si c'est intentionnel ou pas, si ça a été biaisé, on va dire, par les personnes qui ont entraîné ChatGPT. C'est comme analyser et traiter des données. Oui, reconnaissance des modèles et des images, c'est à peu près la même chose. Hein, ou détecter des anomalies dans les bases de données, c'est voilà. Donc c'est en tout cas ce à quoi l'IA, c'est très socratique, hein, même freudien. Hein, je lui demande, voilà, de quoi tu es capable de qu'es-tu capable de faire? Plutôt socratique dans ce cas-là. Elle n'a pas parlé de conscience ou de philosophie, ça va, tout va bien. Non, et étrangement, elle m'a dit aussi comprendre, mais elle m'a dit après plus loin, oui, mais c'est comprendre, mais c'est pas au même sens que les êtres humains comprennent. Nous, on n'est pas capable de comprendre comme on imite les êtres humains à comprendre, mais voilà, toujours ces petites phrases qui arrivent comme ça, que tu sais très bien que ça a été mis par un programmateur derrière, hein, mais c'est juste pour rassurer l'être humain que c'est encore toi le meilleur, mais quand même, on peut pas au jeu. Non, non, c'est clair. D'autant plus que les IA continuent de progresser, même si il y a eu un gros boom, je sais même plus déjà, c'était 2022 ou 2023, ChatGPT 3.5. Oui. Et bon, il y a eu la hype qui est un peu passée, mais en vrai, ça continue d'avancer quand même.
Donc, il n'y a pas grand monde qui est au courant aujourd'hui de ce qu'on peut faire avec. Enfin, c'est difficile de tout suivre. Il y a tout le temps des nouvelles. Chaque mois, ça continue quand même. Des modèles open source comme Llama ou DeepSeek qui débarquent et tout. La France, là, il y a une ou deux IA qui sont en train de sortir, backées par le gouvernement français. Bon, ça ne sera pas les meilleurs du monde, je pense, mais ça bouge beaucoup, ça bouge encore. Et puis il y a Facebook qui sort son IA, il y a effectivement, il y a beaucoup de. Et puis les IA à venir, c'est les œils synthétiques, hein, c'est les IA qui vont générer de la 3D, qui vont pouvoir reproduire des univers 3D et qui vont programmer Unreal, en gros, qui auront les mains dans Unreal et qui pourront nous envoyer ce qu'on veut le long du 19e siècle, dans un casque virtuel en temps réel. Ouais. Ouais. Alors, j'ai demandé quand même à l'IA également, je lui ai demandé, je lui ai posé la question que nous on se posait, c'est-à-dire pourquoi l'IA? Voilà. Alors, bon, elle m'a repris beaucoup de choses qui étaient avant, mais elle a conclu: l'IA est donc utilisée pour gagner du temps, améliorer la précision et permettre des avancées technologiques dans divers secteurs. Alors moi le premier truc, c'est gagner du temps. Voilà, c'est vraiment la chose qui m'a. Je trouve ça, puis ça reprend un petit peu ce qu'on disait à un autre moment, mais symptomatique d'aujourd'hui, quoi, de l'époque contemporaine, gagner du temps. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Malgré tout ce foisonnement d'informations, ces créations de contenu, etc., on a besoin de gagner du temps. Je ne sais pas, enfin, il faut gagner du temps pour aller plus vite. Pour aller plus vite que quoi? Je ne sais pas non plus. Bon, il faut qu'il y ait de la croissance dans les pays, soit. Et donc, peut-être pour développer ces croissances-là, il faut être plus rapide que la personne qui est à côté. Dans ce sens-là, peut-être. Voilà. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, je partage une réflexion, que finalement, l'être humain, ce qui l'intéresse, c'est de processer de l'information. Il a besoin de data et plus il a de data et plus il est content, admettons. Et au final, l'IA est juste arrivée au point nommé. C'est-à-dire, une fois qu'internet a été créé, une fois qu'on a pu, avoir des diffusions de contenus, d'informations et autres, le point suivant, c'était quoi? C'était, de pouvoir se retrouver dans tout ce foisonnement d'informations. Et l'IA, elle est capable de le faire. Si par exemple, on fait une recherche sur Google, peut-être qu'on va mettre 3 heures, alors qu'avec ChatGPT, on tape 2-3 phrases et en quelques minutes, on a trouvé l'information qu'on recherchait. Effectivement, on va plus vite parce qu'on a créé tellement d'informations que ça nous permet c'est comme une sorte de boussole finalement dans ce brouhaha, dans ce foisonnement d'informations. C'est un peu comme ça que je le lis. J'ai pas l'impression qu'on a créé une intelligence artificielle en soi, en tout cas comme telle, mais effectivement un aide, une personne, enfin une entité qui nous aide à nous retrouver dans cette immensité, ce grand foisonnement d'informations qu'on a créé avec internet et justement gagner du temps parce que on a besoin de gagner du temps, c'est le paradigme de notre société actuelle. Je sais pas, qu'est-ce que Ouais, à ceci près que si on l'utilise en ayant trop confiance, elle nous en fait perdre parce qu'elle. Bon, ça commence à être connu maintenant. Je pense que beaucoup de gens font gaffe, mais tout le monde ne le fait pas, quoi. Ces IA, elles hallucinent encore. Et si tu lui poses une question sur un truc historique un peu précis ou quoi, moi j'avais demandé, en bossant sur un scénario de JDR autour de Napoléon et tout, j'avais demandé des anecdotes sur des soldats napoléoniens pendant la campagne d'Égypte et tout. Elle m'a sorti 5 anecdotes qui étaient toutes fausses. Enfin, que j'avais trouvé dans Wikipédia des morceaux, mais en fait, elle avait agrégé, comme on disait tout à l'heure, hein, c'était créatif, mais pas historique. Elle avait agrégé des histoires et c'était n'importe quoi. Donc, on peut gagner du temps si on l'utilise pour ce qu'elle sait faire et on peut en perdre beaucoup si on l'utilise sur ce qu'elle ne sait pas bien faire. Donc, il faut déjà apprendre à distinguer les deux. Donc, rester toujours critique, sceptique Ouais. par les informations que nous fournissent les IA, en tout cas encore aujourd'hui. C'est important. De toute façon, ça fait partie de la démarche du chercheur, n'importe quelle personne qui va chercher des informations. Il ne faut jamais prendre pour... voilà quoi. Il faut aller chercher ailleurs, faire des corrélations. La vérité n'est pas aussi simple que ça. Et il faut toujours pouvoir être capable de passer... passer par le filtre du cerveau, de la curiosité est une chose, mais d'être critique et de pouvoir effectivement.
Moi, quand je lis gagner du temps, j'y vois, alors j'enfonce une porte ouverte, hein, le grand classique, c'est gagner du temps, les IA qui travaillent à notre place et le revenu universel. Parce Mm. que dès les années 2000, quand je suis arrivé à Paris, j'écoutais une radio, Radio Ici et Maintenant, avec feu Jean-Claude Carton, et Didier Deplège, qui est décédé il y a peu de temps, qui parlait déjà de revenus universels. Faisait venir des spécialistes qui disaient déjà vers 2025, 2030, on va y arriver. Peut-être s'il y a une évolution vers des ordinateurs qui sont capables de nous remplacer. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu à un carrefour. Soit on va vers un revenu universel pour 80% de la planète avec un Netflix, suffisamment d'argent pour se payer Netflix et de quoi manger et ne plus voyager, entre guillemets, et une hyper classe qui, elle, aura à peu près tous les biens matériels et toutes les possibilités de jouir d'une vie de jet-setter. Et gagner du temps, c'est octroyer un revenu universel à 80% de la planète. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Sauf si, scénario positif, ça nous force à devenir, je ne sais pas, des êtres meilleurs parce que trop d'images, trop d'informations, ça va nous forcer à nous replonger en nous-mêmes et à devenir je sais pas, des méditants ou, je sais pas, se plonger dans des activités intérieures, quoi. Tu veux dire que ça va nous répulser, la technologie, pour faire une introspection Peut-être, ouais, peut-être. Ça, c'est dans une logique un peu mystique, hein, où on dit que l'humanité, à un moment ou à un autre, elle va tendre vers sa perfection et tout à l'heure. elle va refusionner avec la divinité et le monde va s'arrêter, on va refaire la boucle, quoi, hein. Enfin, je force le trait, mais. J'ai souvent réfléchi à ce truc-là. Enfin, juste très rapidement, je rebondis sur ce que tu dis moi, c'est vrai que depuis Midjourney et compagnie, on peut faire des images complètement folles en 2 temps, 3 mouvements. Enfin, forcément, au bout d'un moment, on va être méga blasé, quoi. On ne pourra plus être impressionné par aucune image. Et bah, ça va être pareil pour la musique, pour les films. Tout va devenir fade parce que trop facile et tout. Donc, ouais, est-ce que ce côté méditant touchera une majorité de la population? C'est difficile à imaginer, mais en tout cas, c'est clairement le choix que fera une partie des gens, je pense aussi, ouais. Aussi, l'autre question que je me pose, c'est si l'industrie du divertissement, elle commence à développer vraiment des casques virtuels miniaturisés, ce qui n'est pas trop encore le cas. Et est-ce qu'il y aura des appareils pour créer des sensations? C'est-à-dire qu'en plus du casque, est-ce que vous pensez que, enfin, un peu ce qu'on voyait dans Existence de Cronenberg, est-ce que vous pensez qu'il y aura quelque chose comme ça ou... Ah, je pense, ouais. Je pense qu'il y a tellement de gens qui doivent plancher là-dessus en ce moment qu'il y aura des résultats tôt ou tard, ouais. Bah, oui, la réalité virtuelle, c'est pas nouveau, hein. C'est même c'est quelque chose une des premières choses d'ailleurs, c'est une des premières applications de l'informatique, c'était les images virtuelles, images de synthèse et par continuité une réalité virtuelle. Et Mais imagine des PNJ, enfin des PNJ qui ont des cerveaux de prix Nobel, quoi. Enfin, mais non, mais c'est pourquoi pas, quoi. Non, mais c'est de la folie. Imagine, t'as Skyrim en casque virtuel et chaque PNJ, enfin, tu rencontres un sorcier level 50, tu peux parler 10 jours avec lui. Ouais, complètement. Non, mais bien sûr, bien Oui, sûr. mais est-ce que attends, vous avez vu Avalon de Mauro? Oui, ça fait longtemps, mais ouais. Moi, non, je l'ai pas vu, moi. Et c'est assez alors, je ne sais pas si je peux spoiler ou pas. Est-ce Vas-y, que vas-y. oui, non? Oui, bien sûr, oui, vas-y, vas-y. En fait, l'idée, c'est exactement ça. Donc, c'est des gens qui vivent dans une société assez, dans lequel on va dire la seule grande activité, c'est la réalité virtuelle. Parce que la vie dans laquelle ils sont, elle est catastrophique, quoi. Et ça leur permet de gagner de l'argent aussi, de pouvoir arrondir leur fin de mois ou devenir très très riches. Et c'est une réalité virtuelle dans laquelle les gens s'entretuent. Hein, donc on est dans une situation type Counter-Strike ou Doom ou Quake, enfin voilà quoi. Et ben le dernier niveau, alors c'est une réalité virtuelle, donc il rentre à l'intérieur, c'est complètement de synthèse, etc. Et le dernier niveau, celui que personne n'a réussi à atteindre, mais qui est voilà. Eh ben, le personnage principal, hein, c'est une jeune fille qui gagne.
eh ben, elle rentre dans ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est quoi? Eh ben, elle est dans une des rues, je ne sais pas si c'est à Prague, enfin, c'est en Europe, et elle doit tuer quelqu'un de sang-froid dans un magasin. Voilà, pour faire simple. Et ça, effectivement, tu te poses la question, au-delà de la réalité virtuelle, si la réalité, si on va dire, la partie virtuelle devient aussi vraie que la réalité, qu'est-ce qui Oui, se passe? Tu vois ce que je veux dire? ça redevient, enfin, l'éthique se remet dans le jeu en disant: «Ouais, mais tu avais tellement l'impression que c'était vrai que tu l'aurais peut-être fait en vrai». Et dans Black Mirror, d'ailleurs, il y a un épisode comme ça Oui, où pour faire la guerre, on met des exosquelettes sur les soldats et à la place de tuer des humains, ils ont l'impression de tuer des robots ou des orques, je sais pas, j'ai un vu. truc comme ça, quoi. Ouais. Mmh. D'ailleurs, en Ukraine, les soldats appellent les Russes des orques, hein, mais bon, enfin. Ah ouais, bah, je suis pro-Ukraine, hein, mais enfin, quand on déshumanise l'ennemi, c'est chaud quand même, quoi. Enfin, après, Toujours c'est plus la guerre, hein, facile. je enfin, Bah c'est la guerre. Ouais, c'est c'est la la guerre et beh, oui, ouais, c'est la guerre, effectivement, ouais. c'est Mais toujours ouais, c'est ouais, non, comme ça. mais la 18 minutes. réalité virtuelle, c'est non et puis ce qu'évoquait Harry, je pense, c'est aussi le côté potentiellement même chimique et tout. Enfin, on pourrait avoir des simulations qui vont super loin au-delà simplement du casque ou quoi, Mmh. enfin, je sais pas. Ah ouais, on pourrait avoir des simulations, au niveau de l'odorat, le toucher, ça commence, bon, enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient effectivement compléter, et donner cette impression d'être dans un monde complètement, virtuel. D'ailleurs, Matrix, a montré que c'était possible en mettant des électrodes dans le cerveau. Oui, et surtout si on a des IA conversationnelles, qui dans les PNJ, quoi, c'est ça qui va être fou. Ouais, ouais, ouais. Il y a déjà des modeurs qui mettent ça justement dans Skyrim et tout, mais Oui, ça, je sais qu'il effectivement, y a un ça mode va atteindre des Skyrim avec niveaux ChatGPT, mais ça va mais atteindre des niveaux fous, quoi. Parce que tu Ah oui, disais là, pour rester avec un PNJ pendant des jours pour discuter philosophie, bah, ouais, ouais, ce sera sûrement faisable un jour et ça ça va être trop bizarre. jusqu'au moment où tu te rends compte qu'elle hallucine et qu'elle dit n'importe quoi. Ouais, mais bon, voilà, quoi, ça va créer du lore, interne au jeu, quoi, je sais pas. Mmh mh. Voilà. Bon et bah, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire quand même, hein, sur cette question: «Pourquoi l'IA?» Ah ça, Heu, ouais. Parce qu'il y a on peut aussi effectivement, pour conclure, hein, là vous avez parlé, ben, la France a son propre IA, enfin essaye en tout cas d'avoir son propre IA, générative, hein. Les États-Unis en ont déjà, on a l'impression que chaque État veut sa propre IA, son IA souveraine. Bah, est-ce que derrière ça, il n'y a pas aussi des questions, des enjeux du genre, bah, si c'est des IA qui commencent à conseiller les personnes qui nous dirigent, c'est des IA qui commencent à aider dans des tâches stratégiques, ça devient effectivement très sensible. Et donc finalement, ben, peut-être que remporter une guerre, ça sera de hacker l'IA du pays d'en face, je sais pas. Mmh. Ça peut être, voilà, on commence à se poser des questions et puis là aussi savoir qu'est-ce que c'est là derrière, ces IA, leur bienveillance, ou pas d'ailleurs vis-à-vis des citoyens. Il y a quand même on est quand même on peut se poser quand même des questions assez d'un point de vue éthique Ah ouais, assez j'ai fait quelques tests, graves là, hein. il y a 2 ans, quand tu discutais avec ChatGPT, elle était vachement, pour la liberté, le progressisme, machin. Et avec 2 jours, dans une discussion, je discutais d'un truc, justement créatif, je sais pas quoi et en plein milieu, ça n'a rien à voir, hein, mais je pose la question: «Ah au fait, Elon Musk a fait, un salut nazi à la télé et cetera, machin, na na na». J'ai parlé un peu de la situation politique actuelle. OK, tout le monde n'est pas d'accord sur la signification du salut, c'est peut-être un salut romain, je ne sais pas, bon Mmh. et juste j'ai demandé à l'IA, bah, qu'est-ce qu'elle en pensait et elle a une réponse beaucoup plus neutre que qu'est-ce qu'elle aurait donné, je pense, il y a 2 ans, quoi. Franchement, Mmh. elle a dit en mode: «Ouais, bah, je sais pas». C'est ça, Parce que voilà. parce que je dis ça aussi pour rétablir l'équilibre, parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'IA chinoise en disant qu'elle était censurée, mais il faut pas se leurrer. Bien sûr que les IA occidentales sont aussi, Mmh. oui, oui, elles sont alignées sur des intérêts, quoi, sur des intérêts. oui, oui, je pense qu'elles sont toutes alignées sur les intérêts. Souvent, on montre la Chine comme le pays, enfin, une dictature à Ouais, Big ouais. Brother Ah s'il te plaît. avant l'heure, mais je veux juste à mettre un peu de parcimonie dans cette analyse pour avoir mis un pied là-bas et connaître un peu ce pays et connaître pas mal de Chinois. Au contraire, sur certains aspects, c'est complètement Mmh. l'inverse. Parce Mmh. qu'en Chine, il y a énormément de mouvements sociaux. Hein. Tu as des usines où tu as des grèves monstrueuses. Chez Foxconn, où ils font les iPhones, c'est arrivé qu'ils mettent l'usine en feu, qui bloquent tous les moyens de production.
Et ce que les Chinois utilisent, le WeChat, donc qui est le Facebook chinois, Oui, le gouvernement chinois est en permanence en train de l'espionner, ça c'est vrai, mais de l'espionner pour aller dans le sens du courant de la population. Parce que quand tu as 1,2 milliard d'habitants, et que le PC, c'est 200 000 personnes, non mais je t'assure, tu peux Ah pas te ouais. les mettre à dos. Et, Ouais, c'est intéressant. Ouais. et quand bon, je suis allé en Chine, je suis allé à Beijing, je suis allé dans le nord de la Chine, dans le Hebei, je suis allé à Jinan, qui est une province super riche, frontalière avec la Corée. En fait, et je les ai trouvés très libres, les Chinois, mais vraiment très libres dans leur manière de vivre, de penser. Et voilà, c'est juste pour. Effectivement, l'IA, j'ai pas de doute que l'IA chinoise, elle sera super alignée, mais le gouvernement chinois, il doit faire très attention non plus de ne pas froisser la population. Et le niveau de vie en Chine, il a explosé. Et tu as beaucoup d'usines voilà, sont capables de faire grève, de tout casser, de faire du chantage pour se faire augmenter, parce qu'ils ont la force du nombre et ils ont du syndicalisme. Et ce n'est pas, voilà, pas des pions qui avancent comme ça. Je parle pour la Chine intérieure. C'est plus complexe que ça. Je veux dire, historiquement, la Chine, c'est le regroupement de 7 royaumes, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc, il faut que depuis le temps, ça a gardé cette unité. Et c'est quand même assez merveilleux. On ne retrouve pas ça beaucoup dans d'autres régions du monde, quoi. L'unité administrative de la Chine, elle démarre vers l'an 0. Donc, c'est un pays qui a une unité administrative très tôt avec le chinois mandarin, qui va être rapidement l'unification. Mais il y a 52 ethnies en Chine. Donc, il y a vraiment. Mais ce que je dis, simplement, moi, je répète aussi des conférences de grands sinologues que j'écoutais. J'aime aussi beaucoup Cyril Javary, qui est vieux maintenant, qui est basé à Lyon, qui a beaucoup écrit sur la Chine. Vraiment, le gouvernement chinois, il est tout le temps en train d'observer la population et d'essayer de proposer ce que la population est en train de dire, en fait, parce que tu peux rapidement te retrouver avec des mouvements de foule et les faits de supériorité. Enfin, la supériorité, elle est du côté de la population. Je veux dire, elle n'est pas. Mais du coup, on pourrait se poser la question de l'IA d'une façon générale. Elle permettrait aussi, si les citoyens utilisent l'IA, permettre justement de les orienter vers des courants et pouvoir calmer peut-être des conflits ou éviter des débordements parce que on arrive à canaliser les foules parce que les foules sont connectées à l'IA et que il y a un état derrière cette IA qui permet justement de, je sais pas, dans l'autre sens du coup. Oui, là, si on est positif, oui. Oui. Après, c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des réécritures de l'histoire. Bien sûr que. À quel prix, bien sûr. Moi, les événements de Tiananmen, c'est sûr que ça, ils vont l'occulter. Et puis, de toutes les manières, les jeunes générations chinoises, elles s'en foutent de l'histoire. Enfin, moi qui en connais beaucoup. Je ne parlais même pas nécessairement de la Chine en particulier, mais je parle même de tous les États, de certaines façons, de tous les pays, quoi. Oui, mais quand tu vois que les jeunes générations, elles ont vraiment peu d'intérêt pour l'histoire. Enfin, moi, de ce que je ressens. En Chine, c'est très marquant parce qu'ils veulent vraiment gagner de l'argent, ils veulent travailler. L'histoire, c'est pas une matière qui est, je sais pas comment dire, rentable, quoi. Je veux dire, quand je suis allé en Chine avec ce que j'avais lu, par exemple, sur le taoïsme, je parlais avec les gens, ils hallucinaient. Ils disaient, non, mais moi, je prends souvent l'exemple, j'ai souvent vécu ça en France avec des étudiants russes qui connaissaient parfaitement l'histoire de la France et qui étaient surpris de ne pas retrouver dans la population française une grande connaissance de tous les rois de France, tu vois. Parce que c'était vraiment dans leur culture, ils avaient appris, tu vois, ils avaient lu des grands classiques de la littérature française, ils connaissaient bien l'histoire des rois de France. Et en Chine, voilà, mais c'est clair que l'IA, ça va pouvoir influencer énormément si tu l'interroges sur des sujets politiques. Après, si tu te cantonnes à l'utiliser comme un outil pour faire je sais pas moi, des maths ou du marketing, je sais pas à quel niveau elle pourra influencer ça, je sais pas. Ouais, quand tu auras, les enfants qui naissent aujourd'hui, quand ils se rendent compte à 20 ans que leurs potes avec qui ils discutent à l'autre bout du monde sur Discord depuis 15 ans et qui leur a fait acheter des baskets 3 ou 4 fois, qui se rendent compte que c'est une IA 15 ans plus tard, c'est une autre politique, quoi. C'est politique d'une autre manière, c'est de la politique commerciale, mais ça joue aussi sur, c'est un capitalisme. Et oui, effectivement, ça donne en tout cas cette impression à beaucoup d'êtres humains quand on parle à ChatGPT ou une IA générative, d'être en face d'un autre humain.
Ce qui d'une certaine façon, règle la question de la machine, du test de Turing. Hein, donc, Oui, ah bah oui, alors là, là, complètement, oui. là, finalement, je Même pense qu'on est passé à un autre même un niveau. site, je sais plus le nom du site, un site web où tu peux te Ouais. connecter et où tu discutes avec quelqu'un, mais ça peut être soit une IA, soit un autre humain qui joue au même jeu sur le même site et à la fin, tu dois deviner, est-ce que j'ai discuté avec une IA ou un humain? C'est pas mal. Et si tu as battu, c'est que c'est une IA. Parce que ChatGPT bat les humains. C'est ça. Ah bah, voilà. Oui, non, je blague. Tu disais, Je voudrais aussi dire 2 mots sur quelque chose. Après, je pense qu'on peut-être qu'on va conclure. C'est oui. aussi, j'entends tout le temps ça. Enfin, mais là, je parle vraiment dans le grand public autour de moi. J'entends tout le temps des gens me dire, mais les IA, on va apprendre aux enfants comment faire des prompts. C'est les prompts qui sont importants. C'est comment questionner Ouais. les IA. Mais à un moment donné, des fois, je me dis, mais c'est quoi les études? On va te faire des études pour poser des questions à quelqu'un. Enfin, Bah, et toi qui as fait des études en philosophie, c'est quand même assez Oui, oui, important de se oui. rendre compte que plus Non, ça personne ne sait vraiment poser des questions tout non, court. mais Oui, mais ça pourrait non, faire mais je sens parle si simplement dans le milieu scolaire. Moi, quand je parle avec des Je comprends maîtresses ce que tu veux dire. ou même des profs, j'ai quelques amis profs ici à Marseille, ils me disent, oui, c'est très important, on a bien compris qu'il fallait, dans le futur, ce sera les prompts qui sont importants. Mais ok, mais c'est sauf qu'en vague pour moi. vrai sauf qu'en vrai, les prompts, c'est déjà presque has-been. Enfin, je veux dire, vu que Ouais, les IA vont de mieux en mieux le comprendre, il y aura de moins en moins à faire d'efforts pour se faire c'est ça. comprendre. Donc, ça fait pas trop de sens, ouais, je pense aussi. Enfin, comme toi, je vois ça comme étant un peu décalé, quoi, Ouais, mais comme c'est raisonnement. toujours, si tu fais des recherches d'articles, il y a pas mal d'articles qui parlent Ah oui, bien sûr, du fait que les enfants, les élèves devront maîtriser et ça les. sera vrai dans certains secteurs assez précis quand même, peut-être, mais globalement, les IA vont être tellement conversationnelles de manière naturelle que après, ceci dit, pour être «informaticien» entre guillemets, les humains qui ne savent pas très bien exprimer leurs besoins pour un cahier des charges, c'est assez fréquent. Mais je veux dire, ce sera pas nouveau avec l'IA par rapport aux humains, enfin, ce sera la même chose. Donc bon, Souvent, on a besoin de décoder ce que veulent les clients pour comprendre voilà. effectivement, Mais ça, c'est IA ou pas, assez c'est une compétence qu'on n'a jamais cherché à développer, hein, non, ouais. Mais cela dit, si honnêtement, si les IA apprennent aux gens à savoir poser des questions, moi je signe, hein. Oui, Après, voilà, ça peut être cool, hein, ouais. ça c'est positif, ça c'est positif. Donc OK. oui, finalement, je suis pour, les cours, de prompting. Ça s'agira aussi entre humains. Ouais, allez, go, allons-y. Donc, bah, voilà, et ben ça peut être très bien ça comme, comme point de conclusion. C'est-à-dire, eh ben, savoir poser des questions, savoir se poser les bonnes questions et où poser les bonnes questions pour savoir déjà, un si on est capable de détecter ou pas l'IA qu'on a en face de nous, être capable aussi d'être critique vis-à-vis des hallucinations auxquelles elles peuvent, nous faire, voilà, passer des informations incorrectes. Alors je sais pas vous, qu'est-ce que je vais faire peut-être, un tour de table donc finalement pour voilà, comment vous concluriez cette discussion qui finalement est loin d'être terminée? C'est même j'ai l'impression qu'on a débuté une conversation là, mais Ouais, pour moi, la problématique principale, c'est quand même, si les IA se développent, quelle place il va nous rester et qui soit plaisante dans le monde. Et j'ai retrouvé le nom du bouquin dont je parlais, donc on verra s'il a porte des bonnes réponses. C'est de John Danaher, Automation and Utopia, donc l'automatisation et l'utopie. Donc, a priori, c'est un livre plutôt optimiste qui dit qu'on aura tout à y gagner. Donc ça passerait par du revenu universel et tout, j'imagine, mais mmh. ce revenu, suivant qui le met en place, on n'y sera pas forcément gagnant. Voilà pour moi. Ouais, pour ma part, j'ai la sensation, moi, d'avancer dans un grand inconnu. Je sais pas pourquoi. Là, je parle vraiment d'une sensation de feeling, quoi. J'ai l'impression que tous les jours, je suis un peu dans le brouillard. Avant, je sais pas, dans les années 80-90, moi, qui est peut-être un pied dans le 20e siècle, vu que j'aime les supercars des années 80-90, j'avais l'impression que je comprenais, tu Mmh. vois, Ouais, un non, carrément, je le style, vis comme ça, ouais. un style Je le vis pareil. visuel, un Ouais. style de design. Je dis, tiens, ça c'est une Countach, ça c'est une Diablo. Enfin, j'avais l'impression de. Mais je sais pas, les IA, ça me fait ni peur, ni. J'ai l'impression que c'est un grand saut vers je sais pas quoi. Mmh. Bah, oui, il y a une je suis assez d'accord, moi aussi je conclurai là-dessus, on est face à une incertitude. On a l'impression d'être arrivé à un moment donné où on a une technologie qui arrive à se faire l'écho de nous-mêmes, et on commence à se poser la question de savoir, bah, finalement, ça va dans le bon sens, pas vraiment, bah, on a vu ça permet de gagner du temps, oui, mais ça peut aussi nous en faire perdre. On est un petit peu quand même dans une grande incertitude et c'est là
peut-être la science-fiction peut nous apporter quand même des éléments de réponse, entre d'un côté, Dune qui a dit: «Bon, bah, nous on se débarrasse de toutes les IA parce qu'on a vu que c'était pas très positif», ou alors, dans d'autres, situations où ça permettait de créer des réalités virtuelles qui permettaient de soulager ou de réconforter, l'humanité. En tout cas, bon, effectivement, il y a beaucoup à dire. Je resterai sur plus la partie technologique, pure et dure, hein, de mon côté. Ben, on a débuté avec, l'écriture, l'alphabet, les calculs, automatiser les calculs. Aujourd'hui, ben, on a des outils, qui nous permettent de pouvoir, même, créer des contenus, intelligibles. Effectivement, qu'est-ce que ça va être, de quoi on a besoin encore pour pouvoir, évoluer et heu et où effectivement cela nous mène. En tout cas, bah, je vous remercie par ces discussions très, très riches, que l'on a eues pendant cette, bah, il était long ce podcast, 1h20. Encore une fois, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et je vous dis, bah, à bientôt pour une prochaine, conversation, sur le numérique. À Yes. bientôt. À Au revoir. bientôt. Au Ciao. revoir. Salut.